Bonjour à tous, c'est les films de Gotham et aujourd'hui on se retrouve pour un petit blind test. Oui, 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 attention, attention. Prêt, 1, 2, 3, feu partez, c'est parti. Et vous me dites, j'entends madame Jules, non c'est pas ça, éliminez, retentez votre chance une prochaine fois. Vous l'aurez évidemment reconnu, il s'agit de Braveheart, un film éponyme, le film sûrement le plus connu avec Mel Gibson. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est pour le comeback de Mel Gibson. Attention, il est de retour. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a vendu ce nouveau film. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Le débrief ensemble. Donc, à la base, Bloodfather. Déjà, l'affiche fait un peu nanar, ce qui est dommage, parce que le film est loin de l'être, en tout cas à mon humble avis. Donc, reprenons déjà à la base. Bloodfather, au commencement, est tiré du roman de Peter Craig. Peter Craig qui a lui-même scénarisé par conséquent le scénario du film et qui a ensuite été donné à un petit Frenchie, Jean-François Richer. Jean-François Richer, un réalisateur français qui fait des films d'action, un réalisateur français qui fait de bons films d'action. Il y a de quoi faire loucher la Joconde. Je reprends la base. Dès le début, en fait, une ambiance malsaine s'instaure. C'est-à-dire que l'on est avec un premier plan qui s'ouvre sur une jeune fille, Lydia, 17 ans, habillée un peu barésie, un peu je sors d'un motel tout pourri avec ma bande de clodo préférée, tatouée jusqu'à l'os, sniffer de colle et addict à toute substance prohibée. Plus c'est illicite, plus ça leur plaît, hein, ça pourrait être un peu leur slogan, leur mantra. Donc là voilà avec son petit gang, dont son petit ami Jonah, donc Jonah qui a un prénom d'ange mais des agissements de démon, hein. Il pourrait faire passer Chris Brown pour un petit copain fort appréciable et presque romantique. Donc la scène s'ouvre là-dessus et ils partent faire. Au début, on pourrait penser à un cambriolage, et en fait, pas du tout. Et la demoiselle, Lydia, qui était portée disparue, mais portée disparue si souvent qu'on avait presque l'impression de l'avoir déjà retrouvée, ils partent donc ensemble, et la petite Lydia se retrouve avec une arme dans la main. Une personne tombe. Est-ce la personne qui était en face d'elle, donc une pauvre femme affolée à qui on venait cambrioler la baraque? Eh bien non. Il s'agit de son petit ami Jonah, l'un des éminents membres d'un gang qu'il ne fallait forcément pas buter. Et là commence le film. Donc vous vous demandez sûrement comment va pouvoir s'instaurer la relation entre un père en devenir et cette petite Lydia qui est la gosse paumée, quoi, la gosse paumée du 21e siècle, le 21e siècle qui a paumé ses gosses, qui sont à la recherche justement de leurs limites, la génération Y, comme on dit, puis la génération qui vient, et encore plus, il me semble, en Amérique, où il y a justement cette jeunesse un peu désœuvrée, cette jeunesse en quête de quelque chose, mais un quelque chose qui n'est pas encore connu en fait. C'est-à-dire rechercher quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc une aiguille dans une botte de foin serait encore plus facile d'accès. Et donc c'est également là-dessus que porte le film. Alors déjà, chapeau bas pour le jeu de Mel Gibson. Évidemment, on s'en doute, c'est un grand acteur. C'est comme si on demandait un... Je sais pas moi, mais il y a des acteurs là-dessus. Même si on l'avait pas vu depuis Expandable 3 qui n'était pas forcément fanfaron, ouais, qui était un peu en perte de vitesse. Mel Gibson reste une valeur sûre, même s'il y avait quelques pertes de teneur dans certains films, évidemment. Mais bon, là-dessus, on peut être que, si ce n'est subjugué, au moins convaincu par le jeu d'acteur de Mel Gibson.
Pour ce qui est de la réalisation, par exemple, donc là, ça me vient l'idée, pour donc la réalisation de Richer, à la base, donc qui est plutôt adepte des films traitant de personnages marginaux, subversifs et exclus. C'est ce qui a fait justement, on va dire, sa patte et sa filmographie. Et donc il était à la réalisation du diptyque portant sur Mesrine, l'ennemi public numéro un, un diptyque fort appréciable et qui l'avait fait connaître, il me semble, bien plus que ses autres films. Et donc voilà, lui qui aime filmer et s'approprier la vie des exclus, mais toujours en retournant un peu la situation, souvent voilà ce qui est marginaux. En fait, c'est la minorité est souvent vue par la majorité. Or là, justement, avec l'ambiance malsaine qui se crée dans le film, on se rend compte que les exclus ont leur propre monde et c'est ce qui viendrait de l'extérieur qui paraîtrait justement marginal. C'est notamment ce que dit à un moment un personnage antipathique au possible à cette jeune Lydia, en lui disant comme quoi elle sent la bourgeoisie, elle sent le confort, et le confort c'est un luxe que n'ont pas justement les marginaux, entre parenthèses, entre guillemets. Et c'est à ça que l'on reconnaît quelqu'un qui mange à sa faim, qui dort dans des draps propres, et quelqu'un qui doit cultiver son instinct de survie parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ce taudis, en fait, dans cette misère et cette crasse croissante. Et voilà. Pour Mel Gibson, alors lui qui campe le rôle du père, donc c'est pas un père du tout conventionnel, c'est un père ex-alcoolique qui est sobre depuis peu, qui participe aux alcooliques anonymes, et donc bien, hein, chapeau, c'est bien de reconnaître son problème, et qui est également ex-tolard, voilà, qui aimait un peu la castagne et tout ce qui s'ensuit. Il vit reclus, il vit au milieu du désert où les cactus sont aussi secs que lui était imbibé à une époque. Et il n'a pas vraiment l'intention, enfin même s'il recherche, s'il attend que sa fille réapparaisse parce qu'il a l'habitude de ces absences prolongées, il craint un peu de la voir revenir, surtout que la fille est loin d'être une enfant de cœur. C'est-à-dire que c'est une fille un peu paumée, mais qui en même temps essaye de jouer de ses charmes. Alors c'est très gênant de la part d'une gamine de 17 ans, mais qui n'a pas de repères, donc qui fait un peu, enfin là, qui se cherche et qui va jusqu'au bout de son délire, quitte à commettre de grosses bêtises et bêtises que les parents vont devoir, en tout cas que ce père va devoir réparer. Et donc je trouve que ce film soulève des questions fort intéressantes, qui est notamment dans le lien filial. Qu'est-ce que la part de génétique? Qu'est-ce qui est transmis à son enfant? Est-ce que tout passe par l'éducation? Est-ce que c'est une question de gène? Est-ce que c'est une question d'héréditaire? Notamment là, il y a eu... c'est complètement hors sujet, mais pour rester dans ce débat-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, votre avis sur la question. Il y a pas très longtemps, il y a une étude qui a été faite comme quoi apparemment euh, le suicide serait génétique. Il y aurait un gène de la dépression vraiment chronique, poussant même à l'acte de suicide ou à la pensée suicidaire, et que cela pourrait remonter sur 3 générations. Je pense notamment, là ça me vient, à la famille Hemingway qui s'est suicidée, mais dans sa quasi-totalité, c'est-à-dire qu'Ernest Hemingway n'était pas le seul à s'être suicidé, il y avait également 2 ou 3 de ses enfants, si je ne m'abuse, sa sœur, enfin il y avait beaucoup de personnes comme ça qui souffraient de ce mot et de cette dépression chronique. Et donc, c'est à se demander en fait la part de génétique. Et également, est-ce qu'un monstre engendre forcément un monstre? Est-ce que quelqu'un de parfaitement sain peut engendrer un monstre? Et voilà, de quoi est-on responsable dans ce que l'on donne à nos enfants? À quel point, du coup, on peut s'y retrouver? Et que, également, souvent, il faut aimer en tout cas ses enfants, même dans ce qu'ils ont de différent de nous, de l'éducation dont on leur a donné. Et surtout que la pire chose au final peut-être qu'ils peuvent nous faire, c'est de trop nous ressembler et de nous renvoyer nos propres erreurs à la figure, et qu'il faille du coup les réparer un peu ensemble afin de conduire à une harmonie et une sérénité plus pérenne en tout cas. Donc, au-delà de ce petit débat philosophique, ce film, dans sa globalité, j'avais un sentiment de déjà-vu, mais pas un sentiment de déjà-vu négatif, c'est-à-dire, c'est propre, c'est un sentiment pas de remake, mais dans la filiation, pour moi,
il y avait du Léon de Luc Besson. J'ai pas arrêté de me le dire en voyant ce film, il y a du Léon de Luc Besson avec Jean Reno et la petite Mathilda là où il y avait vraiment ce lien fort et ce côté ok on est dans la merde mais on y est ensemble et je te sauverai de tous et je tuerai tout le monde pour que toi ma fille tu vives. Il y a vraiment de cela et c'est très touchant ce côté père courage que peut avoir Mel Gibson dans le film. Je trouve ça très intéressant que ce soit mené en tout cas par un homme, parce que des mères courage, il y en a beaucoup, et si ça avait été une femme, justement, ça aurait eu un côté assez, pas habituel, mais ça aurait moins de puissance parce que c'est généralisé. Comme c'est la majorité des films qui sont faits voilà, sur le sujet, dès qu'on veut toucher un peu à la corde sensible ou du lien filial, il y a beaucoup de films sur les mères courage, les mères célibataires, etc. Et du coup, à force, ça a moins d'impact parce qu'on a plus l'habitude de le voir, ça nous choque moins, ça nous interpelle moins et petit à petit, on l'oublie. Mais là, de voir un père justement à ce point engagé, avec une gamine revêche, vraiment pas facile, ouais, c'est vraiment, ça emmène quelque chose d'assez neuf et bah, voilà, personnellement, j'ai toujours beaucoup apprécié les gros costauds qui au fond ont des cœurs tendres et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vraiment ouais, un film qui joue sur ça et qui est très touchant. Enfin, au début, moi, je pensais voir vraiment qu'un film d'action, bête et méchant au possible, et bien pas du tout. Derrière, il y a vraiment une histoire, il y a de la filiation, et il y a justement ces petites questions que l'on peut se poser sur la génétique. Et le titre, notamment Bloodfather, donc père de sang, euh, ramène un peu ça, de se dire... certes, bon, surtout à notre époque, voilà, on a l'habitude de différencier ce qui peut être donc du géniteur ou du père. Enfin, on peut se reconnaître des pères même dans quelqu'un qui n'a pas de notre sang. Mais un père de sang, qu'est-ce que c'est? Est-ce que du coup un père de sang, c'est quelqu'un qui vous a donné la vie, qui vous l'a transmis, qui l'a porté en soi? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour que vous viviez? Voilà, donc c'est sur ces paroles que je vous laisse. Et je vous dis bonne soirée et regardez des films parce que c'est le meilleur médicament qu'il existe sur cette terre. Ciao!